Bonjour et bienvenue dans le carnet de guerre. Ce carnet de guerre est consacré aux sorties TGCM du mois de mars. Et nous avons du coup deux sorties, une Kintor et une Ichtienne. Encore diront certains, mais moi ça me fait très plaisir, comme ça les Ichtiens auront au moins quelque chose d'autre à se mettre sous la dent qu'un colosse comme personnage. Alors, on va commencer tout de suite par la sortie Kintor, c'est-à-dire la monture avec son cavalier. Et du coup, voici Valdez, figurine sculptée et peinte par William Mordefroy. Une très jolie, vraiment une très jolie figurine qui va très bien avec les Kintor. Le côté conquistador, pardon, est vraiment très bien fait, très cool. J'aime beaucoup cette figurine, j'aime beaucoup la figurine à pied également. J'aurais juste, peut-être, je trouve que le Razorback, par rapport à ce qui nous est proposé au niveau de ses caractéristiques et de ses compétences, est presque un petit peu gentillet. On a l'impression qu'il est posé et qu'il n'a pas l'air plus méchant que ça. Bon, c'est un peu compensé par la tronche tout à fait agressive du cavalier, mais le Razorback a l'air vraiment presque gentil. Et c'est un petit peu bizarre. Néanmoins, c'est une figurine qui sera vraiment très jolie. Elle ira très bien avec une compo milice qui a les mêmes armures et mêmes casques. Et du coup, on va tout de suite voir si dans cette fameuse compo milice, cette figurine est utile ou pas. Et on commence avec la monture. On connaît le profil de la monture, donc le Razorback. On ne connaissait pas ses points. Il vaut 110 points. C'est actuellement, de mémoire, la monture la plus chère du jeu. Malgré le fait que ce soit un profil quasiment similaire à Razormax, la monture du Groinche, pourquoi est-ce qu'il y a 10 points de différence? Eh bien, on va regarder ça. Donc le profil de la bête, c'est 6, D3, force 6, mental 2, agressivité 3, mouvement 5, PA 7, point de vie 26, et c'est là où ça change de Razormax, c'est que lui a une armure, -1, 7, -2, c'est déjà une très bonne armure car elle enlève de base un point. Elle a 6 PV, ce qui est déjà bien aussi pour une armure. Ensuite, on a le coup de corne qui coûte 3 PA, 1 D5 plus 2 dégâts et saignement. Inarrêtable en frénésie, il ajoute son agressivité à chacun de ses jets. Spécial, il peut se déplacer de la moitié de son mouvement gratuitement après avoir mis hors de combat un adversaire. C'est une monture qui est extrêmement puissante, à mon avis, puisque sa capacité spéciale va lui permettre, inarrêtable, va lui permettre de rajouter +3 à tous ses jets de dés dès qu'il est en frénésie. Ça donne vraiment envie, en fait, de balancer la monture au milieu des adversaires et de se barrer pour qu'il entre en frénésie et qu'il essaye de faire un maximum de dégâts avec les bonus. Sa capacité spéciale au niveau du mouvement qui lui permet de faire un mouvement gratuit après avoir mis hors de combat un adversaire, c'est une capacité qui n'était pas forcément très utile avec Razormax, parce que le Groinche n'était pas forcément une foudre de guerre. Seulement voilà, Razorback est monté par un gros Kintor, et du coup, vous pourriez jouer le Kintor, mettre un coup de son arme sur l'adversaire, l'entamer joliment, puis avec le Razorback, vous le finissez. 1 des 5 plus 2 dégâts et saignement. 1 des 5 plus 2 dégâts, c'est tout à fait raisonnable. Il y a moyen de faire des choses avec. Donc vous finissez l'adversaire, vous rebougez, le cavalier remet un coup de son arme et vous refinissez la pauvre victime avec Razorback et ensuite vous rebougez, etc. Bien entendu, il ne peut faire que 2 attaques vu qu'il a que 7 PA, mais si l'adversaire ne prend pas garde à son placement ni à son endurance et ses capacités de défense, eh ben ça peut poser un gros problème et vous allez pouvoir faire un carton en alignant les cadavres, et ça c'est très fort. Son armure lui permet également de résister comme il faut, malgré qu'il ait un peu moins de PV que Bubalus. Il a 4 PV de moins. Ça lui permet quand même d'encaisser, et la réussite critique sur un jet d'armure lui permet de sauver sa couenne, comme on dit. Pour ce qui est du coup de corne, c'est une attaque classique. Ça prend 3 PA, c'est dommage pour une figurine qui a que 7 PA. Donc claquer 3 pour une attaque. Mais bon, ça fait 1 des 5 plus de dégâts et saignement. Je pense qu'on va pas cracher dessus. En plus, comme c'est une monture et une créature imposante, vous avez d'autres actions à votre disposition si vous ne voulez pas donner un coup. Sur un seul adversaire, vous pouvez piétiner, vous pouvez faire plein de choses. Donc c'est une excellente monture qui est bien agressive comme on l'aime, qui a
beaucoup de potentiel, une grosse constitution, une grosse force. C'est une monture que j'aime énormément. Et c'est pour ça aussi que je disais que je trouvais que c'était un peu bizarre, que je trouvais que la sculpture ne représentait pas la violence de la figurine. Un Razorback, moi j'ai toujours imaginé que c'était quelque chose de plutôt hyper sauvage et hyper agressif, encore plus que des sangliers et des phacochères. Mais du coup, voilà, la pose de la figurine me fait, entre guillemets, penser qu'il est plutôt calme, et non. C'est vraiment une bestiole hyper agressive, hyper violente. Je pense qu'il faut le jouer hyper agressif. Bien entendu, les Kintors se jouent quand même puissamment agressif, on va dire ça comme ça. Du coup, ça devrait pas changer beaucoup les habitudes des joueurs Kintor. On va passer au cavalier, on va passer à Valdez. Et Valdez, c'est à la fois une vraie réussite. J'aime énormément la figurine, j'aime énormément le profil, j'aime énormément le design. Enfin, c'est vraiment très très cool. Mais je ne peux m'empêcher de trouver que c'est un peu facile de faire des bourrins à la pelle pour les Kintors. Enfin bref, je vais détailler un petit peu mon propos. Donc pour 115 points, ce qui veut dire que ça fait partie des gros Kintors, nous avons Valdez. Je ne sais pas quel est son statut, son grade ou quoi que ce soit dans la milice ou chez les Kintors, mais en tout cas, il a une bonne tête de l'emploi. Constit 5, dextérité 4, force 6, mental 4, mouvement 5, donc c'est un Kintor qui est relativement rapide. 9 PA, 28 PV, armure 1, enfin moins 1, 6, moins 2, donc c'est également une bonne armure, 6 PV pour son armure. Ça semble logique. Son arme, la guisarme de cavalerie, ça occupe les deux mains. Et ça, c'est vraiment une bonne idée de mentionner le nombre de mains occupées par les armes, parce que parfois, c'est pas très évident. 3 PA, allonge 7 dégâts. C'est une arme qui est, somme toute, relativement classique. Le 3 PA, pour ce genre d'arme, c'est également du courant. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les jets d'armure adverse sont des échecs critiques sur 1, 2, 3. Et là, ça picote déjà. Et les contres coûtent 1 PA de moins. Alors, pour les contres, est-ce que c'est ses contres à lui? Est-ce que c'est les contres des adversaires? Est-ce que c'est les deux? Parfois, c'est pas clair. Donc, du coup, voilà. Si vous avez une réponse à apporter, notez-la dans les commentaires sur le Facebook. Enfin, bref, de toute façon, allez voir dans la description de la vidéo. Dès que j'ai des informations supplémentaires sur ce que j'ai dit dans la vidéo, je le mets. Donc, vous aurez peut-être la réponse sous peu. Donc c'est une arme qui est vraiment très forte, puisque les échecs critiques sur les armures, c'est sur du 1, 2, 3, donc c'est loin d'être dégueu. On avait le mois passé Sam Laglace qui ignorait l'armure. Visiblement, les figurines de cavalerie vont mettre à mal les armures des adversaires. Ce qui n'est pas plus mal en soi, ce qui est logique, puisqu'on considère qu'il est monté sur un animal quand même, bien qu'à pied, il ait les mêmes compétences. Alors, arme de prédilection, manie sa guisarme à une main, et ça, je pense que c'est son gros point fort, je vais revenir dessus après. Spécial, lorsque Valdez tente de désarçonner, l'adversaire n'ajoute pas la concite de sa monture en défense, ce qui signifie que ça va être le mec qui va s'occuper des montures adverses. Les montures sont quelque chose d'extrêmement puissant. On en a 3 pour l'instant. Bien que le Groinche ce soit... je vais pas dire que c'est une blague, mais c'est pas vraiment une monture. Je pense dans la lignée des montures, c'est une figurine de Noël. Elle a des règles spéciales, donc il y a plein de petites choses à dire. Ce n'est pas pour dénigrer cette figurine-là. Mais je pense que les montures vont plutôt être de ce type-là, ou du type Sam Laglace et Bubalus. Et du coup, arriver à gérer une monture pour un mec à pied qui n'est pas un colosse, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Je pense que il va quand même falloir s'y mettre à beaucoup, ce qui est logique dans la réflexion, puisque un personnage sur cheval ou sur monture est plus imposant, plus fort. Enfin, c'est logique qu'on ait utilisé ça. Mais lui, du coup, il va permettre de mettre à bas le cavalier adverse, et ensuite les piétons vont pouvoir le maraver sans devoir se taper la monture forcément. Et ça va être très fort. Je pense que ça va être un atout non négligeable pour les Kintors d'avoir cette capacité-là chez Valdez. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'arme de prédilection était sans doute sa capacité la plus forte? Tout simplement parce que il a une arme à deux mains qu'il utilise à une main, mais surtout, ça lui laisse une main libre pour avoir, mettons au pif, un bouclier, par exemple. Et du coup, avec sa constite de 5,
c'est pas forcément une constite mirobolante, hein. Il y a des constites de 6 chez les Kinter, mais avec un bouclier, un pavois même s'il coûte un certain nombre de points, vous pouvez arriver à tanker vraiment très très bien. Sa bonne dextérité lui permet de faire des contres et des esquives sans trop souffrir justement de ce que la plupart des autres Kinter ont, c'est-à-dire une dextérité un peu moindre. Bien que le 4 soit de mémoire un peu standard chez les Kinter en fait, maintenant que j'y pense. Mais comparé à la constite et à la force, c'est la caractéristique qui est le plus bas chez eux la plupart du temps. Et du coup, ça va lui permettre d'avoir une excellente défense s'il faut qu'il tank sur un objectif. S'il est en plus sur Razorback, ben, du coup ça va être encore plus difficile de le déjauger. Et il est également capable d'aller apporter son soutien là où il faut, puisque avec la longe, il peut taper déjà bien loin, mais avec la monture, il peut aller vraiment, vraiment très très loin. Et la capacité de mettre une tarte qui fait 7 dégâts, puis ensuite mettre une tarte avec le cochon, puis après avec le Razorback, puis après de bouger si jamais vous avez tué l'adversaire, ça va être vraiment très très balèze. Petit truc rigolo, je trouve toujours marrant le fait qu'une figurine à pied ait plus de PV qu'une monture. On aurait presque envie de faire l'inverse, c'est-à-dire vous mettez le Razorback sur Valdez et puis ils chargent tous les deux. Mais voilà, donc c'est vraiment un gros sac à PV, c'est vraiment un bourrin, c'est un mec qui vaut bien ses 115 points. Alors je regrette une fois de plus, enfin j'ai dit que je regrettais un petit peu. Les Kinter, ça fait quand même un moment que, je dirais, on scoltine des bourrins. Alors, c'est pas désagréable, hein, je veux dire, voilà. Mais j'ai quand même un peu l'impression de jouer Space Marine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on a des tassons, et puis des tassons, et puis des tassons. Et puis, voilà. Et puis un petit tasson, etc. On a un peu l'impression que le Kinter, c'est que du bourrin. Alors oui, effectivement, c'est des conquistadors. Dans le BG de ce qu'on peut en lire, c'est effectivement des bourrins. Il a une tête de conquistador, donc c'est pas forcément le mec qui va aller faire de la diplomatie avec d'autres gens. Enfin, je veux dire, il a la tête de l'emploi. Ça, y a aucun problème là-dessus. Mais j'avais bien aimé la sortie du mousse. Car il apportait un petit côté sympa et un peu plus léger. Voilà, ça c'est juste mon avis personnel. Après tout, les Kinter ne sont pas forcément ma faction de base. Mais du coup, il va se battre également pour avoir sa place. Alors, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est sur monture. Enfin, il a la possibilité d'être sur monture. Mais entre Brutto, entre le bourreau, entre... Qu'est-ce qu'il y a encore qui est très cher? Entre... Comment il s'appelle celui qui a l'épée à deux mains? Je sais jamais les noms. Il y a Pablo et il y a Vasco. Il y a Brutto. Bref, entre les bourrins, entre le chef de la milice également. Et bah du coup, vous avez le choix. Vous avez vraiment la possibilité de le prendre. Lui, l'avantage qu'il a, c'est que s'il y a une monture en face, il la désarçonne plus facilement. Il a la possibilité d'être monté. Et en fonction de la réponse de TGCM, les contres vont coûter un PA de moins. Si c'est pour vous, ben c'est tout bénef. Je pense que du coup, il va avoir les faveurs du public. Si c'est pour l'adversaire, là, ça va peut-être être un petit peu plus... comment dire ça? Un petit peu plus risqué. C'est pas totalement impossible qu'on lui préfère quelqu'un qui va peut-être mettre des patates sans forcément permettre à l'autre de contrer plus facilement. Mais ça reste encore à voir au niveau de ça. J'aime beaucoup son mouvement. Je trouve que le mouvement de 5 est très sympa parce que du coup, on a presque envie de le jouer, foncer au milieu du tas avec Razorback et comme je l'ai dit, lâcher la monture et revenir en arrière pour se mettre avec ses copains en laissant la monture faire un massacre au milieu des troupes adverses. Non, c'est une figurine qui va avoir de l'intérêt parce que malgré le fait que ce soit un bourrin, il y a des possibilités stratégiques qui sont intéressantes avec lui. Peut-être plus qu'avec d'autres Kinter qui officient en tant que bourrin. Il n'a pas de botte. Ça peut être un petit peu dommage, mais je pense qu'il n'en a pas besoin, puisqu'il y a quand même moyen de faire des choses avec la monture. Et s'il avait une botte, ça serait quand même très très fort. Non, je pense que c'est une figurine qui va valoir son pesant de cacahuètes. Monture comprise, il fait quand même 235 pièces d'or.
Ça demande réflexion, mais je pense que de toute façon, pour le moment, comme on n'a pas vraiment le choix dans les montures ou les cavaliers sur les dites montures, on va pas trop se prendre la tête avec ce genre de détails. Je pense qu'on va le voir sur l'étape de jeu, on va même le voir pas mal. Si en plus derrière vous avez un magicien pour venir lui filer un coup de main, comme El Sabio avec des sorts d'alchimie, ou alors Torquemada qui peut peut-être lui mettre un ou deux boosts, ça va vraiment être quelque chose de très très fort. Et je pense qu'on le verra pas mal sur l'étape de jeu. Donc mon avis sur lui, c'est que c'est une bonne figurine. Il va faire son taf, il y a des moyens, enfin il y a des idées pour lui mettre de l'équipement supplémentaire et également pour lui mettre des rôles bien particuliers parce qu'il peut tenir plusieurs rôles. Soit de missile tête chercheuse pour aller taper le mec qu'il vous faut et lui faire de gros dégâts, soit comme tank si vous désirez tenir un point de la table, si vous savez qu'il y a un scénario avec un objectif où il faudrait protéger quelque chose, ça peut vraiment être très très fort. Et de plus, si vous lui mettez de l'équipement, des boucliers et autres, il peut vraiment faire le taf. La capacité du Razorback va permettre également, si l'adversaire fait un mauvais placement, de moissonner 3 à 4 figurines de l'adversaire par tour, et ça n'a pas de prix. Et on passe à Scorpion Lichtien, sculpture Raphaël Banguet, peinture William Mordefroy. Alors la figurine est assez spéciale, j'ai le même ressenti que pour la plupart des Orénoques en fait. C'est-à-dire que sur les photos, je la trouve pas... Elle m'inspire pas grand-chose. Enfin, j'adore la sculpture, j'adore la peinture, c'est vraiment... C'est vraiment un bestiau vraiment bien. Mais je trouve que la pose est parfois un petit peu bizarre. Quand vous le regardez de profil, par exemple, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'il est sur ses toilettes. Enfin, bref. Voilà, mais la figurine est plutôt impressionnante, je trouve. Je suis mitigé, hein. Je suis autant attiré par cette figurine que, je vais pas dire repoussé, qu'elle me laisse un peu froid. Ou je dirais un tantinet moqueur. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est vraiment tip top pour les Ichtiens d'avoir actuellement un personnage autre que les colosses à se mettre sous la dent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et mon Dieu, quel personnage. Je sais pas vraiment s'il y a eu des tests avant, mais j'ai l'impression que ce personnage-là, ça va être une tuerie, mais monumentale. Alors... Qu'avons-nous pour Scorpion? Déjà, c'est un magicien à 69 points, donc pas un gros magot, et qui maîtrise l'arcane de symbiose, qui est, avec la bonne fortune, un arcane de soutien extrêmement fort. Je trouve que les deux arcanes en soutien sont vraiment très puissants. Et c'est là où je me demande s'il y a eu des tests, parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce machin, avec un monstre comme Karkaros, enfin avec lui, ou bêtement les Fougous. Je pense que les Ichtiens vont être détestés, parce que les combos dégueulasses qu'on peut faire avec les deux, ça va être vraiment détestable, je pense. Donc, pourquoi on va un petit peu détailler l'animal. Alors, Scorpion, consti 3, dextérité 4, force 3, mental 5, mouvement 3, 9 PA, 20 PV, c'est pas beaucoup. Le mouvement 3, bah, il avance pas beaucoup non plus, le pauvre petit. Il a une arme qui est l'aiguillon, ça coûte 4 PA pour taper, ça fait 2 dégâts ridicules. Par contre, ça fait choc électrique et poison. Et là, putain, juste pour ça, je comprends pourquoi il vaut 4 PA. Ça me fait mal au cul parce que 2 dégâts, voilà. Mais juste choc électrique et poison sur une même attaque, même s'il a que 3 de force, le type en face, il va tellement flipper qu'il va de toute façon essayer de booster pour éviter d'avoir ce problème-là. Spécial, tous les adversaires qui débutent leur activation dans la zone de Scorpion subissent immédiatement un jet de choc électrique. Ce qui signifie que tant qu'ils sont dans la zone... Grosso modo, comme il n'y a qu'un seul jet par tour, ils ne pourront pas enlever les chocs électriques. Et ça, c'est très fort. Imaginez avec un Fougou, vous mettez 2 chocs électriques sur une figurine. Avec Scorpion, vous allez dans sa zone de contrôle. Et du coup, vous êtes sûr qu'il a 2 chocs électriques au début de son tour, voire 3 s'il rate
son jet de choc électrique. Et ça, c'est très fort. Et je trouve que c'est vraiment très très puissant. Créature aquatique, c'est normal, c'est un poisson. Mucus, allez, vas-y qu'on fait des esquives et des engagements pour 1 PA de moins. Et choc électrique, au cas où on déciderait de mettre des coups de poing ou des coups de pied ou ce que vous voulez, à la place de mettre l'aiguillon. Du coup, ça peut passer. C'est toujours un petit bonus. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que c'est extrêmement puissant? En soi, pour 70 points, c'est un magicien normal, je dirais. Il est dans les classiques de ce qui sort actuellement. Il a 9 PA, il n'a pas beaucoup de PV, mais c'est un petit magicien, il va pas tanker. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous avez son sort spécial qui lui est réservé. Ça coûte 1 PA, portée lui-même, durée 1 tour, cadence 1 fois par tour. Difficulté 14, donc ça va, c'est pas trop difficile à passer. Il coûte 6 pièces d'or, ça non plus. En se fondant dans le décor, Scorpion devient presque invisible. Il ajoute plus 4 à ses défenses de corps à corps et plus 6 contre les tirs. Et là, ça devient complètement dégueulasse, entre guillemets. Puisque vous avez un personnage qui démarre à Constit 7 et 9 contre les tirs. Du coup, ça va déjà être beaucoup plus difficile pour tout le monde de le toucher. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'il le passe à chaque tour, sinon il va s'en prendre plein la gueule. Soyons d'accord. Et bien qu'il ait une constit de 7, entre guillemets constit 7, ça ne va pas l'empêcher de subir un ceinturage, par exemple, ou des choses qui ne prennent pas en compte les défenses normales. Mais par contre, contre les attaques et autres, ça va être beaucoup plus difficile de le toucher. Il fait des esquives, je vous rappelle, sur 1 PA, enfin pour 1 PA. Et en défense, du coup, avec les esquives, ça lui fera 11 de défense. C'est quand même très très fort. C'est vraiment très fort. Le problème, c'est que ça lui ampute 1 PA à chaque fois, parce qu'il faut qu'il lance le sort. Et si vous devez vraiment le réussir, bah vous allez peut-être essayer de booster ou autre. Sur un mauvais jet de dés, vous n'allez pas passer le sort non plus. Ça peut, enfin c'est un peu aléatoire, mais en attendant, je trouve que c'est très très fort. Ça coûte vraiment pas cher en pièces d'or en plus. Donc du coup, pourquoi s'en priver? C'est son gage de survie. Maintenant, voilà, s'il n'y avait que ça, à la limite, je dirais, bon, ok, c'est un bon petit magot, il va être agréable à jouer. C'est déjà bien d'avoir un personnage autre qu'un colosse pour les Ichtiens, ça c'est, je le redirai jamais assez. Même si c'est une sortie Ichtienne encore, alors qu'on en a eu une le mois passé, je suis quand même très content d'avoir ça. Par contre, je sais pas, j'ai regardé, enfin si je sais en fait, j'ai regardé les sorts de Symbiose pour vraiment me mettre dans le truc. Avec ce personnage-là, je pense qu'on arrive à un niveau de dégueulasserie vraiment très très balèze. Donc, les deux sorts primordiaux de Symbiose ne vont pas être particulièrement utiles pour des Ichtiens, puisque la plupart du temps, sur les tables, c'est l'eau qui va poser problème, et les Ichtiens, ils s'en foutent. Donc, l'adaptation, ça va être gadget. Vous allez le faire une fois de temps en temps, mais c'est loin pas celui que vous avez utilisé le plus. Fondu enchaîné peut être sympa, à condition évidemment que ça se joue sur le fougou ou sur une figurine que vous voulez cacher. Or, les Ichtiens actuellement n'ont pas vraiment de figurines qui veulent cacher. Ils préfèrent aller directement au corps à corps, c'est ce qu'ils font de mieux. Mais après, vous avez du style vent porteur. L'effet de vent porteur, c'est d'augmenter de 2 brasses les portées de la cible. Alors voilà, eh ben, vous prenez un fougou qui tire à 6 brasses, bah, il tirera à 8. Ce qui lui augmente quand même passablement son niveau de saloperie, parce que le fougou, c'est vraiment une plaie. Si vous faites une réussite critique, en plus, sur ce sort, c'est pas 2 brasses de plus, c'est 4 brasses de plus. Donc le fougou qui tire à 10 brasses avec sa sarbacane, moi, je pense qu'il y en a qui vont tirer la gueule. Hein, mais version vraiment. Hein. Vous avez régénération comme sort, ou onde revigorante. Alors bon, on le dit, on le redit, Carcaros et Catodos, oui. Carcaros et Catodos, ils tombent au bout d'un moment, c'est sûr. Sauf si vous avez un petit sorcier qui les heal derrière. Et putain, ça peut faire tellement mal. Vous vous êtes acharné sur le colosse pour essayer de le virer, vous lui avez mis des trucs dessus et tout, et bim, il y a un mec qui vient vous faire une petite onde revigorante. Ça vire le poison
disons, sur le colosse, c'est quand même un gros avantage d'avoir un poison. Ça lui rend des PV. Onde vigorante, c'est 1 des 10, et régénération, c'est un certain nombre de PV en fonction de la réussite par rapport à la difficulté. Si c'est une réussite critique, c'est le double. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça va donner sur un colosse. Ce genre de truc, je pense que actuellement, un Ishtien qui sort ça, il dégoûte des gens de jouer. Moi, je vais le sortir une fois pour tester, mais je pense que dans ma tête, c'est je vais le sortir une fois. Ça va pas être gentil, ça va pas être sympa. Ça va pas être bien tout court. Ça va être tellement fort. Vous avez également un sort qui s'appelle Peau de Roc, retranche 2 dégâts à chaque dégâts de corps à corps subi par la cible. Voilà, c'est même topo. Sur un Grondin, sur un Colosse, ça va faire le taf. Invulnérabilité, retranche 2 dégâts à chaque subi par la cible, que ce soit les tirs ou le corps à corps, celui-là. Même topo, si vous avez un Colosse, pour le protéger, ça lui donnera une bonne armure. Vous avez Célérité, augmente de 2 brasses la portée. Et on sait très bien que les portées de augmente de 2 brasses le mouvement de la cible. Et les Ischiens ne vont pas très vite. Du coup, ça sur un Fougou qui du coup se déplace à 5, ça va être voilà. Ou sur Carcaros qui du coup va se déplacer à 6, je crois. Bah du coup, vous allez l'avoir dans vos lignes avant même d'avoir vu venir le truc. Et je ne pars pas des autres sorts, augmente les dégâts d'un des 5, transférer des points de dégâts, etc. Voilà. La symbiose est un domaine de sorts en soutien qui est extrêmement puissant. On peut faire beaucoup de choses. Et ce petit magicien va faire vraiment beaucoup de choses. Je pense que je peux dire qu'il est dégueulasse. Évidemment, c'est des combos, ça veut dire qu'il faut que vous jouiez en synergie vos armées, vos unités. Mais votre adversaire, mettons, vous jouez Carcaros, il fait 200 points. Allez, on arrondit. Vous jouez un Fougou, il fait 70 points. Vous jouez Scorpion, il fait 69 points. Plus, éventuellement, son sort de base, ça veut dire déjà 75 points, plus 1 ou 2 sorts de soutien. On va l'amener à une centaine de points. Ça fait déjà 3 figurines, dont 2 qui sont pas du tout endurantes, pour 400 points. Enfin, un petit peu moins de 400 points. Le problème, c'est que votre adversaire, il va faire quoi? Il va cibler qui? Il va commencer par quoi? Si vous gérez pas bien le Fougou, il va vous mettre des poisons partout. Si vous gérez pas bien Carcaros, il va simplement vous moissonner la tronche à grand renfort d'encre. Et que vous ayez un Colosse ou pas, l'encre de Carcaros, elle est vraiment dégueulasse, puisque si vous passez la botte, le mec doit se déceinturer. Carcaros a quand même beaucoup de force, et actuellement, les Colosses, ils sont au même niveau que Carcaros, il n'y en a pas un qui est beaucoup plus fort. Donc du coup, c'est un petit peu... c'est pas forcément facile. Surtout que Carcaros, il agit toujours hein, quand il a ceinturé un mec avec son encre, entre guillemets. Donc les coups de dents dans le Colosse ou autre, voilà, ça fait le café. Hein. Pour l'instant, je pense que ça reste un des meilleurs, enfin, ça reste le meilleur Colosse du jeu. Voilà, et vous avez Scorpion qui rend des PV, qui peut donner des boosts, qui peut éviter qu'il y ait des blessures qui se fassent avec des sorts de résistance. Voilà, je sais pas tellement si j'ai envie de voir ça en face de moi, un de ces 4. Parce que c'est vraiment quelque chose que en tout cas, je trouve très puissant. Les Ishtiens sont très forts de base, ils n'avaient pas beaucoup de références, mais du coup, là, ça commence à s'étoffer. Et les combos qui sont possibles avec ce magicien et la symbiose, ça va être vraiment très fort. Il manquerait plus que Palpatine, là, l'espèce de raie magicienne, ait bonne fortune comme domaine de magie. Et je pense que on peut arrêter de jouer à Briscard et on change de jeu parce que là, ce serait juste plus faisable. Alors, il n'a pas une gueule à avoir bonne fortune quand même, mais bref. Voilà, je trouve vraiment que c'est un magicien qui est très fort. Et c'est une excellente sortie pour les Ishtiens et pas du tout pour tous les autres. Je me réjouis de voir les combos qu'il y a moyen de faire.
Je me réjouis de voir comment les gens vont le jouer également. Ça m'intéresse toujours de voir comment les gens jouent. Et d'une certaine façon, je suis assez intéressé à affronter une liste qui se dit un peu crade. Donc un Karkaros, un Fugu, un Scorpion. Et on met des Grondins, des Triggle pour boucher les points. De voir comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à gérer ça. Alors bien entendu, il reste toujours les gros tirs d'artillerie dans la gueule parce que ça ne prend pas en compte la défense. C'est un petit peu la solution actuelle qui se fait quand on a des colosses en face. Rotuma fait un carnage sur les colosses parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de shiver. Scorpion, même s'il a son sort, ne bénéficiera pas des bonus de défense. Et 20 points de vie, ça gicle vraiment très très vite. Donc il y a quand même moyen de le battre. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, il faut avoir de l'artillerie. Et du coup, si on est obligé de sortir une artillerie à chaque fois parce que dans le doute, on n'est pas sûr d'avoir ça, je suis pas plus convaincu que ça non plus. Donc, il y a sans doute, il y a très facilement moyen de gérer, mais par contre, ça demande d'avoir des pièces spécifiques actuellement dans l'armée. Bien entendu, Scorpion, il est aussi ciblable par les sorts. Donc, si vous avez Torquemada par exemple, ou les sorts de dommages directs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a moyen de faire des choses. Donc, c'est pas non plus une fatalité, mais je pense qu'il va quand même falloir bien réfléchir quand vous allez jouer. Autant si vous allez en tournoi à une liste qui est capable de gérer les Ichtiens, parce que je crois que c'est la plus grosse épine dans le pied de beaucoup, c'est justement... je pense qu'avec Scorpion, ça va être les Ichtiens. Si vous savez que vous allez affronter des Ichtiens, bon, c'est plus facile parce que vous pouvez adapter votre liste. Mais en tournoi, vous allez adapter plein de choses et il y a des scénarios. Donc c'est toujours un peu compliqué d'essayer d'anticiper qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais je pense que avoir de l'artillerie, ça va être pendant un temps, je ne vais pas dire une nécessité, mais ça va être intéressant de l'avoir. Surtout avec les règles d'alliance et de contrat, du coup vous pouvez engager un peu n'importe qui. Même si son coût est assez élevé, je pense que Rotuma reste un choix potable. Mais il y a d'autres artilleries qui sont tout aussi dévastatrices. Voilà pour les 2 sorties du mois de mars. Des sorties dont je suis très content. Je les trouve qui sont très très cool. Autant Scorpion est extrêmement puissant comme je l'ai dit. Autant Valdez est aussi extrêmement puissant dans son domaine. 2 domaines évidemment différents pour les 2 figurines. Mais dans l'ensemble, je suis très très satisfait des sorties de ce mois-là. J'ai hâte de me les procurer et de les monter avec joie, enfin surtout Scorpion. Je pense pas que je vais prendre Valdez pour le moment, mais ça c'est personnel une fois de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez apprécié les petites analyses, les conseils, etc. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires ou sur le YouTube ou sur le Twitter, sur le Facebook pardon, ou sur le Twitter, vos idées, les idées de liste, les combos, si j'ai raté quelque chose. Si je n'ai pas vu quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner. Je suis toujours friand de vos avis, de vos listes et de vos idées. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et d'ici à la prochaine, eh bien, que les dés soient avec vous.